Bonjour Geneviève Azam, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, essayiste, membre d'Attaque. On va faire un petit point de situation sur les sujets qui vous préoccupent le plus sans doute. Le climat, la croissance, les alternatives possibles et les mobilisations à venir. Quelle résistance? On va y revenir, mais d'abord, c'est quoi le regard de Geneviève Azam aujourd'hui? Le regard sur le monde, c'est-à-dire le regard à la fois sur la Terre et sur les sociétés. Eh bien, mon regard, il est double, disons. C'est que d'un côté, on voit bien que nous vivons véritablement un effondrement d'un modèle qui ne fonctionne plus ou qui fonctionne à la violence, aux inégalités, à la destruction massive des ressources. Et de notre côté, on voit un monde qui émerge à partir d'alternatives. Et donc on a ce double mouvement dans la société d'une véritable destruction des structures sociales et de la planète, et de notre côté, ces alternatives qui se multiplient partout dans le monde. Mais vous êtes globalement plutôt inquiète ou vous voyez des choses positives dans tout ce qui est en train de se passer? Non, je crois que je suis très inquiète, bien sûr, je suis très Vous inquiète. parlez même de catastrophe. Oui, Vous dites qu'on ne prend pas assez la mesure de la catastrophe qui est en train d'arriver. absolument, parce que je pense qu'on raisonne encore en termes de crise, comme si on allait avoir, après un moment passager, un peu long, il est vrai, de crise, si on allait retrouver l'état du monde précédent. Et là, aujourd'hui, ce que nous enseigne la crise écologique, c'est que justement, on ne retrouvera pas le monde précédent parce qu'on est devant des destructions qui sont irréversibles. Je pense par exemple au changement climatique, à la perte de la biodiversité et aussi à la sociodiversité, à la disparition de langues, à la disparition de peuples, qui aujourd'hui à l'acculturation de nombreux peuples. Et donc on est véritablement dans une phase dans laquelle on ne retrouvera pas le monde d'avant. Donc je suis inquiète. Pour autant, nous ne sommes pas désarmés. On peut Il faut être se battre. inquiet et toujours convaincu de la nécessité et des opportunités aussi des luttes. Parce que je crois aussi que ce modèle que nous avons en face, qui est extrêmement puissant, dont on peut penser qu'il nous écrase, eh bien aussi, et c'est à nous de le montrer, il a des failles, il a des faiblesses, et c'est à nous engouffrer, je dirais, dans ces failles-là pour tenter de faire basculer. Justement, qui est responsable de cette catastrophe qui est en train d'arriver? C'est les États, c'est la communauté internationale, c'est les responsables politiques, les industries ou même les citoyens? Bon, je crois qu'il y a une convergence de facteurs qui explique. Bon, ce qui est sûr, c'est que on doit aujourd'hui identifier des responsabilités. On n'est pas dans un système avec une vague responsabilité collective, même si les origines du délabrement en cours sont très diverses finalement et sont anciennes pour certaines, notamment le rapport à la nature, le patriarcat, des choses comme ça qui sont antérieures au capitalisme. Bon, nous vivons dans un modèle économique particulier qui s'appelle le capitalisme et qui aujourd'hui est plus un modèle fondé sur la destruction pour croître, et donc qui pose des problèmes à la fois aux humains et à la nature. Donc je pense qu'on peut identifier des responsables. Je pense en particulier à des grandes firmes transnationales qui aujourd'hui bénéficient d'une véritable impunité. Je pense à tous ceux qui utilisent l'évasion fiscale, à tous ces groupes financiers qui aujourd'hui échappent à tout contrôle. Donc là, on a des véritables responsabilités, qui ne sont pas des responsabilités de personne obligatoirement, mais d'un modèle incarné quand même par des structures entrepreneuriales et aussi des États qui aujourd'hui sont responsables et doivent être tenus pour responsables devant l'absence de politique pour surseoir aux difficultés qui sont devant eux. Donc là, la solution, elle est peut-être démocratique. Alors la solution, elle est de toute façon démocratique, ça c'est sûr, et on doit absolument le dire, parce qu'il peut y avoir, face à des crises très graves, des tentations totalitaires, c'est-à-dire croyance dans le besoin d'un pouvoir fort pour venir à bout des problèmes. Donc nous, notre rôle, c'est justement de reconstruire cette démocratie qui est menacée partout. Mais ce n'est pas une démocratie qui est fondée simplement sur l'accès à de la consommation, sur l'égalité de consommation, etc. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est aussi une démocratie qui est fondée sur le fait qu'on doit retrouver aujourd'hui une justice entre les humains et entre les humains et la Terre. Et c'est ça, est-ce que ça pourrait être une définition de l'altermondialisme? Alors l'altermondialisme, je crois que c'est un mouvement politique, je dirais, qui est né dans les années 1990,
qui est né, je crois, à un moment où était très largement partagé dans les sociétés le fait qu'il n'y avait pas d'alternative à la globalisation. Hein, c'était le fameux TINA de Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative, il y a un seul modèle après la chute du mur de Berlin. Donc désormais, nous allions vers la paix, la prospérité, grâce au libre-échange, grâce à la globalisation économique et financière. Et donc ce mouvement-là, qui est parti spontanément des tréfonds des différentes sociétés, on l'a appelé un mouvement altermondialiste, c'est-à-dire c'est un mouvement qui prend conscience du fait qu'aujourd'hui nous devons affronter des questions qui ne peuvent pas être réglées à un niveau simplement local ou à un niveau national, mais qui nécessitent un niveau international. Donc une prise de conscience de questions véritablement globales, de solidarité globale extrêmement importante. On parlera sans doute des traités de libre-échange, etc., parce que ça a été très important dans la construction du mouvement altermondialiste. Et en même temps, c'est un mouvement qui s'ancre localement à partir de la base, donc qui pose la question de l'articulation du local et donc du vous global. êtes toujours sur le penser local pour penser global. Ça, c'est toujours quelque chose qui est valable. Je crois que non, ça a bougé. Parce que je pense que nous avons tous pris conscience qu'il y a du global dans le local. On ne peut pas opposer le local et le global. Et c'est ça qui est important. C'est que pendant très longtemps, on a eu tendance à sous-estimer les luttes qui étaient, entre guillemets, strictement locales. Et là, nous voyons bien qu'il n'y a plus rien de local. Qu'à partir du moment où on s'empare d'une question locale, très vite, on peut dérouler la bobine et en voyant que ce sont les mêmes choses qui se passent strictement ailleurs. Je pense par exemple à l'accaparement des terres, à l'accaparement des forêts, tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, on le retrouve à peu près avec la même intensité dans l'ensemble des pays du monde. Et donc on voit bien qu'il n'y a plus de questions strictement locales. Et qu'on ne peut pas penser le global sans le local. Alors, sur Twitter, Raph vous a posé une question. Il vous demande comment l'altermondialisme peut être audible à une grande échelle avant que les systèmes ne faillissent complètement. Comment il peut Est-ce qu'il y a une solution, en fait, pour que tout d'un coup, l'altermondialisme puisse faire florès? Non, je ne crois pas qu'il y ait une solution. Je crois déjà, posons les bonnes questions et les solutions peuvent venir. Bon, je crois que l'altermondialisme, ça a été aussi une culture politique qui a émergé dans ces années 90. Vous parlez au passé? Oui, qui est toujours là. Mais c'est aussi une nouvelle culture politique, je crois, fondée sur l'internationalisme, quand même. Alors ça, c'est ancien. Je ne dis pas que c'est nouveau, l'internationalisme, mais justement qui a montré comment on pouvait tisser, à partir de toutes ces rencontres qu'il y a au niveau de l'altermondialisme, on peut tisser des réseaux internationaux, des réseaux connectés au niveau international, pour arriver à peser sur un certain nombre de choses. Donc je crois que, disons que l'altermondialisme, aujourd'hui, n'est plus peut-être ce qu'il a été dans les années 1990, où il y avait véritablement une scène altermondialiste avec des grands moments, des grands sommets, des grands moments, etc., qui ont marqué un petit peu notre imaginaire. Il est beaucoup plus décentralisé, je dirais, il s'incarne beaucoup plus dans des luttes et cette habitude que nous avons prise à partir de quelque chose qui est local, de immédiatement poser des questions plus globales. Je prends un exemple, les gaz de schiste. La lutte sur les gaz de schiste en France. Eh bien, je pense que l'apport du mouvement altermondialiste, ça a été immédiatement, le plus vite possible, une fois que ces luttes locales sur le refus du gaz de schiste, de rentrer en contact avec toutes les autres luttes qu'il y avait au niveau mondial, aussi bien sur les gaz de schiste, que ce soit au Canada, au Québec, etc., en Pologne, et étendre même à la question de l'énergie. Donc c'est ça, je crois, cette culture qui a émergé du mouvement altermondialiste. Alors, vous nous avez parlé du niveau local, du niveau national et du niveau international, mais est-ce que l'Europe, c'est quelque chose qui vous parle? Qu'est-ce que peut ou qu'est-ce que doit faire l'Europe? Bien sûr, je crois que l'Europe, c'est quelque chose qui nous parle. Bon, moi, je suis à ATTAC. Nous avons un réseau européen des attaques. Évidemment que l'Europe, c'est, même si nous contestons les traités européens, si nous
nous contestons la construction de l'Union européenne. Nous vivons dans cette Europe-là et nous avons à construire véritablement des solidarités au niveau européen au lieu des oppositions. Nous avons à reconstruire peut-être une manière de lutter collectivement au niveau européen pour imposer une autre vision du vivre ensemble dans cet espace qui est l'Europe. Donc oui, l'Europe, je crois que l'Europe nous parle, et c'est une alter-Europe, disons, je ne sais pas comment le dire. Bon, nous avons été très engagés dans la contestation du traité constitutionnel européen, du traité de Lisbonne, aujourd'hui des différents traités de libre-échange que passe l'Union européenne avec d'autres parties du monde. Donc c'est ainsi aussi que nous recréons, que nous entendons recréer une idée européenne. Bien sûr, c'est notre espace quand même culturel aussi et géographique. Alors hier, nous recevions Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime. Il avait une question pour vous. Il vous demande que quand vous voyez justement les accords de libre-échange fleurir un peu partout dans le monde, le CETA, l'accord de la France avec le Japon, hier en Chine, il vous demande comment est-ce qu'on pourrait mobiliser les populations contre ce type d'accord de libre-échange. Alors je crois qu'il y a eu des mobilisations importantes quand même. En France, en Allemagne, en Espagne aussi, contre le TAFTA, contre le CETA. Bon, nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est grave pour la démocratie, très grave, parce qu'on voit bien qu'il y a une résistance populaire par rapport à ces traités de libre-échange, c'est-à-dire que le discours qui consiste à nous dire que grâce au libre-échange, on aura la croissance, l'emploi et la paix mondiale, aujourd'hui c'est un discours qui est dans une faillite totale, qui n'est plus entendu, qui n'est plus audible et qui n'est pas entendu. Et ils le savent. Et donc voilà pourquoi d'ailleurs ces traités sont négociés dans l'opacité la plus totale, parce qu'ils savent que ces traités ne sont plus légitimes dans la population. Les gens ont compris ce que ça signifie très concrètement. Bon, et là on est devant une faillite de la démocratie, des failles de la démocratie très très importantes. Et je dirais que nous avons un autre enjeu qui va arriver, alors outre le TAFTA qui pour l'instant étant, disons, est gelé pour l'instant, pas obligatoirement pour de bonnes raisons. Stade végétatif. Pas obligatoirement pour de bonnes raisons. Parce que nous ne soutenons pas la position des États-Unis d'Amérique sur le sujet, mais est en train de se renégocier, et c'est un processus ancien, un accord de libre-échange entre les pays du Mercosur, d'Amérique latine et l'Union européenne, qui est extrêmement important, puisque c'est un des traités qui met en jeu le plus de personnes en Amérique latine. Ce sont quand même des grands États qui sont à l'intérieur du Mercosur, le Brésil, l'Argentine, Uruguay, Paraguay, c'est moins important, mais en termes de population, mais c'est un énorme marché, et là, les négociations ont recommencé dans l'opacité vraiment la plus totale. Alors, il commence à y avoir des résistances dans notre société. On a vu des manifestations d'agriculteurs qui, à juste titre, craignent l'ouverture des marchés, l'ouverture de certains marchés. Bon, voilà, donc là, nous avons encore un chantier, et j'étais à Buenos Aires pour le sommet de l'Organisation mondiale du commerce au mois de décembre, et il y a une très forte demande de nos amis latino-américains pour que justement en Europe, pour que nous menions des campagnes coordonnées entre eux qui en ont fait véritablement un motif premier de campagne, et ces mouvements européens qui se sont mobilisés sur le TAFTA ou sur le CETA. Alors bien sûr, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il faut que chaque fois que nous arrivions à l'incarner, dire à des personnes se battre contre le TAFTA ou le CETA, même pour l'ISDS, c'est-à-dire pour cette procédure, entre les entreprises et les États, qui permet aux entreprises de porter plainte contre des États si elles considèrent qu'ils sont des politiques qui ne correspondent pas à leur profit maximum. C'est souvent difficile. En revanche, dès lors qu'on arrive à faire comprendre que ça s'incarne dans la vie quotidienne, dans ce qu'ils vivent au quotidien, dans des politiques, y compris locales, qui vont être modifiées, là, on peut avoir un mouvement important. Depuis le mois de décembre, on nous parle d'un retour en France de la croissance. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprend pas trop.
Parce que, parallèlement, on nous annonce que Apple ne fait du profit que parce qu'il a des programmes d'obsolescence programmée. Et du coup, c'est assez compliqué de savoir si on doit s'en réjouir ou pas. D'autant qu'en plus, l'INSEE nous dit que ça ne va pas être suivi de création d'emplois. Oui, alors ça, je pense que c'est intéressant, parce qu'on a longtemps associé la croissance économique et la création d'emplois. Aujourd'hui, on sait que la croissance économique, le peu de croissance économique qu'il peut y avoir, n'est pas obligatoirement créatrice d'emplois. Et quand elle est créatrice d'emplois, ce sont des emplois extrêmement précaires, etc. La création d'emplois ne dépend pas que de données strictement statistiques par rapport au PIB. Bon. Mais sur ce fameux retour de la croissance, bon, c'est magique quasiment. Et vous avez raison de dire je ne comprends pas, parce qu'il y a 3 mois on nous disait c'est catastrophique, ou il y a 6 mois maintenant il y a le retour de la croissance. La croissance est devenue une sorte de religion, qui est une religion qui pendant longtemps a été partagée par les forces de droite et aussi de gauche, parce qu'on a longtemps pensé qu'on ne pourrait mener une politique sociale qu'avec de la croissance. Qu'il fallait en gros que le gâteau augmente considérablement pour pouvoir le partager le plus équitablement et justement possible, et que si le gâteau était gros, finalement il y en a pour tout le monde et tout le monde est content et on peut continuer. On reste très largement dans cette manière de voir. Donc quand on annonce que la croissance va augmenter, on parle moins d'économie que de quelque chose de très idéologique. C'est attention, les gains, la prospérité va revenir. Or, nous savons d'abord que ce retour entre guillemets de la croissance, il est fragile. Quand on sait aussi ce qui s'est passé par exemple en Chine, l'annonce de contrats absolument fabuleux qui vont relancer l'économie. D'ailleurs, j'ai noté que le président Macron a été assez prudent quand même dans l'annonce des différents contrats. On sait que ce sont des promesses, point. Nous en avons déjà eu énormément de ce type de promesses, en particulier sur le nucléaire, puisque j'ai entendu que Areva pourrait peut-être aller se refaire une santé en Chine, faute de pouvoir se la faire quand même ailleurs, mais les Chinois ne sont pas non plus ignorants de la situation d'Areva, et donc attendons. La signature effective. Voilà, donc c'est conjoncturellement, il y a la croissance, il n'y a plus de croissance. Bon, donc qu'il puisse y avoir quelques reprises. Bon, il est vrai que je pense, en tout cas pour la France, il semble y avoir une sorte, pour l'instant, de vent favorable pour la tendance Macron, je dirais, et que donc ça peut être qu'il y ait une confiance qui soit née à nouveau du côté des investissements, etc. Mais la croissance ce processus de création de richesses, etc., ne dépend pas de ces éléments conjoncturels seulement. Vous êtes décroissante ? Alors, la question est abrupte. Je suis extrêmement reconnaissante à tous ceux qui, dans des contextes qui étaient beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, idéologiques je parle, ont posé ce sujet et ont mis ce sujet sur la table. J'en suis très reconnaissante parce qu'ils ont été épinglés, y compris à gauche, à droite, mais ils ont été épinglés, y compris à gauche, comme des forces de réaction, comme contraires au progrès, etc. Et ça continue d'ailleurs, ça peut continuer. Je pense qu'ils ont vraiment... ce qui a été posé, et ça, je m'en sens partie prenante. Nous avons eu le débat dans Attaque, je l'ai porté aussi dans Attaque. La question n'est pas de répondre obligatoirement « je suis pour » ou « je suis contre », mais en tout cas, le mérite a été de questionner la croissance. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a un accord quand même assez général, y compris dans la gauche, qui a longtemps été croissantiste, pour des questions de justice sociale, croyant qu'il fallait encore une fois augmenter le gâteau pour pouvoir mieux le partager. Je crois qu'il y a la conscience très forte qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde dans lequel les ressources sont finies. Et d'autant plus que ce que nous avons vécu dans ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, c'est-à-dire cette croissance forte, etc., etc., on découvre quand même aujourd'hui qu'elle n'a pas eu que des effets positifs, qu'elle a été catastrophique sur le plan écologique, catastrophique aussi dans la répartition mondiale des richesses, et qu'aujourd'hui justement avec les pays qui ont émergé, et donc il y a une tension encore plus grande sur des ressources qui sont limitées, donc nous savons que d'un point de vue même pas idéologique,
géophysique, matériel, il faudrait plusieurs planètes pour pouvoir poursuivre ce schéma de croissance qui a été un peu un modèle, le modèle des 30 Glorieuses. Il faudrait autre chose, ce que certains pays tentent de faire. Par exemple, pour l'Europe, mais il faudrait mettre des murs. Il faudrait mettre des murs pour dire, mais attendez, les richesses naturelles, c'est pour nous. Parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et nous devrions mettre des murs, mais nous en voyons quelques-uns quand même qui poussent par-ci par-là. Nous devrions mettre des murs pour pouvoir protéger nos capacités de croissance. Donc là, et ce qui est contraire quand même à tout ce que nous pouvons dire par ailleurs. Donc la croissance, elle est matériellement aujourd'hui à un niveau global, elle n'est pas tout simplement pas possible. Et pour moi, elle n'est pas soutenable. Parce que pas soutenable. Elle n'est pas soutenable. Non, elle n'est pas possible matériellement. C'est-à-dire une croissance qui serait de 3-4% à l'échelle globale. Hein, je ne parle pas localement, il peut y avoir des expériences. Mais là, on est à combien à l'échelle mondiale À l'échelle mondiale, on est à 2-3%. Donc on est quand même en croissance. On est en croissance, mais on est en ralentissement de croissance, puisqu'il y a le ralentissement de la Chine. Le Brésil, dont on pensait que ça allait être la croissance, le Brésil, ils sont en récession, véritablement. Et il y a un ralentissement, aussi bien en Chine qu'en Inde, alors qu'on pensait que c'était les pays qui tiraient la croissance mondiale. Alors il peut y avoir des zones dans lesquelles il y a des zones de croissance, mais globalement, penser le monde comme un monde en croissance économique, c'est matériellement. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tous nos modèles de pensée, et notamment de pensée économique, sont basés sur des modèles de croissance. Oui. Donc est-ce que c'est possible, aujourd'hui par exemple, des pays qui sont en décroissance, qui auraient un PIB qui descend, est-ce qu'on pourrait y vivre bien ? Alors, on n'a pas l'impression que c'est possible en fait. Alors oui, mais un PIB qui descend, ça ne s'appelle pas de la décroissance. D'accord. Un PIB qui descend, ça s'appelle une récession. Une récession. Ouais. Et la décroissance, c'est pas la récession. C'est que justement, tant qu'on reste dans une perspective de croissance, l'arrêt de la croissance, c'est la récession. C'est la récession avec tout ce qu'on connaît de la récession, c'est-à-dire en particulier l'augmentation du chômage, de la précarité, des difficultés sociales. Ça, c'est la récession. Et la récession, ça fait partie du mouvement de la croissance, avec des tendances à la croissance après la récession. Sortir du modèle de la croissance, ce n'est pas prôner la récession. Ça veut dire que sortir du modèle de la croissance, ça veut dire s'organiser dès maintenant et ne pas attendre justement les phénomènes récessifs. S'organiser dès maintenant pour repenser ce que nous devons produire. Qu'est-ce que nous devons faire décroître? Parce qu'il y a des choses que nous devons faire décroître. La consommation d'énergie, la production d'énergie, notamment les productions d'énergie fossile. Mais là, on nous dit qu'il faut faire plutôt de la production d'énergie verte et qu'on peut faire de la croissance verte. Mais bien sûr, mais ça c'est logique, ça c'est la logique capitaliste. Il n'y a pas de capitalisme sans croissance. Ça, c'est la logique capitaliste, qui consiste à dire on ne change rien et on remplace l'énergie aujourd'hui consommée par de l'énergie verte, avec les renouvelables, sans poser la question de mais peut-être nous consommons trop d'énergie. Parce que même si nous voulions remplacer l'énergie et la croissance d'énergie, parce que ça augmente la consommation d'énergie au niveau international, si on devait le remplacer par des énergies renouvelables, ce n'est pas possible matériellement. Parce que les énergies renouvelables, il faut d'abord de l'énergie pour faire tourner toutes les éoliennes, etc. Il faut de la matière, il faut des ressources naturelles, il faut des métaux rares, il faut des tas de choses. Ça ne fonctionne pas, une éolienne, ça ne fonctionne pas uniquement avec du vent, ça fonctionne avec tout un système technique derrière aussi. Donc ça veut dire que nous avons, et en particulier pour les pays comme les nôtres, et en particulier pour les catégories sociales les plus favorisées, il faut repenser un modèle de production et un modèle de consommation. C'est ça la décroissance. C'est repenser. Je pense à la voiture électrique, économie verte, qui est pensée comme étant la solution au transport. Non, la voiture électrique n'est pas la solution en tant que telle, parce que si on remplaçait tout le parc automobile français actuel par de la voiture électrique, il faut 7 à 8 réacteurs nucléaires de plus. Donc, voilà. Et ça, je pense que dans la décroissance, et c'est ce qu'apporte l'écologie aussi, c'est penser les interdépendances.
Dernier sujet, hier dans un rapport de l'ONU, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a pronostiqué une hausse de la température sur Terre de 1,5 degré dès 2040. C'était l'objectif qui avait été fixé lors des accords de Paris de 2015 pour 2100. Donc on voit qu'on est très très en avance. Du coup on ne va pas y arriver. Si. Si nous poursuivons la trajectoire actuelle, nous n'y arriverons pas. Ça, je crois que c'est même pas la peine de... Nous n'y arriverons pas. Donc là, c'est pour ça qu'il y a vraiment urgence à visiter des propositions qui peuvent venir des mouvements de la décroissance, des communs, du bien vivre, etc. Nous avons réfléchi à des modèles alternatifs pour arriver, peut-être pas pour arriver à inverser le processus. Concernant le réchauffement climatique, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter. Il est enclenché. Et que même si nous étions parfaitement vertueux au niveau international, maintenant, il est enclenché, déjà. Alors, il y a quand même des accords qui ont été signés en 2015. Il y a des choses qui ont été faites ou rien du tout? Non. Rien. Rien. Ce qui a été fait, c'est la poursuite du modèle tel qu'il est. Non, pour l'instant, il n'y a absolument rien, je peux dire, et voire une dégradation, parce que les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, alors qu'elles devraient déjà diminuer au niveau international, elles continuent à augmenter. Donc le défi est absolument immense, le GIEC a raison. Alors, ce qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, le discours qui émerge, c'est que comme nous n'allons pas y arriver, parce que politiquement, nous ne prenons pas les mesures, parce que c'est des questions politiques, ce n'est pas des questions économiques. Là, c'est des questions politiques. Nous ne prenons pas les mesures qui s'imposeraient pour véritablement tendre vers les objectifs qui avaient été fixés à l'accord de Paris. Ce qui pointe, c'est qu'on va y arriver grâce à des nouvelles techniques. C'est de nouveau l'espoir technoscientifique, voilà, en particulier avec la géo-ingénierie, c'est-à-dire avec l'idée qu'on va trouver des solutions pour refroidir la planète de l'extérieur. On ne va pas changer l'agriculture pour refroidir la planète, on ne va pas changer l'industrie pour refroidir la planète, on va continuer à peu près en verdissant un peu le modèle que nous avons, et on va refroidir la planète, on va trouver des systèmes qui vont refroidir la planète en particulier, et ça va être expérimenté aux États-Unis pour la première fois cette année, 2018, une expérience qui sera menée par des universitaires de Californie et des entreprises de la Silicon Valley. On va pulvériser des particules qui sont à base de soufre dans l'atmosphère, qui ont la particularité de réfléchir le rayonnement solaire pour refroidir la Terre. Suite à des expériences qui ont été faites après des éruptions volcaniques où on se rend compte que la température diminue parce qu'il y a un voile finalement de particules qui protège la Terre. Donc ce sont des techniques de ce type extrême dont on ne connaît absolument pas les conséquences pour l'instant, donc on expérimente, mais on expérimente, c'est comme les OGM à ciel ouvert, donc on modifie déjà l'atmosphère, donc c'est ça qui pointe, et y compris dans le GIEC aujourd'hui, alors qu'on ne le faisait pas. La géo-ingénierie est discutée au sein du GIEC, avec l'idée qu'on n'arrivera jamais à 1,5 degré sans la géo-ingénierie. Et alors, si vous étiez ministre de l'Environnement, si je vous nomme ministre de l'Environnement, vous feriez quoi? C'est quoi vos premières mesures? Les premières mesures, je ne sais pas, c'est un ensemble. Les premières mesures, ce serait vraiment c'est pas l'an 01, mais c'est une grande mise à plat, une sorte d'état généraux, de grande mise à plat de toutes les interdépendances qu'il y a. Je crois qu'il y a quand même des leviers extrêmement importants, c'est l'agriculture, par exemple. D'abord, j'arrêterai la signature des traités de libre-échange. Je m'opposerai, parce que ça, c'est destructeur pour la planète. Si Nicolas Hulot pouvait vous entendre. Voilà, donc ça, ce serait le premier point. Deuxième point, sans doute, ce serait un processus d'arrêt du nucléaire pour dégager vraiment des fonds qu'on engloutit dans la survie de la filière nucléaire française, dans toutes les expériences d'énergie renouvelable, soutenir toutes les expériences citoyennes, soutenir les expériences de sobriété, etc. Deuxième point, c'est l'agriculture. Parce que là, il y a vraiment les solutions, on les connaît. Ce que je voulais dire, c'est que certes, les défis sont immenses, mais on n'est pas devant une équation devant laquelle on sèche complètement. C'est-à-dire, je veux dire par là qu'on sait ce qu'on peut faire.
On sait aujourd'hui d'où vient le problème. Et on a aussi en main un certain nombre d'alternatives. On n'est pas complètement démunis. Nous sommes armés, je disais tout à l'heure, je suis inquiète, mais pas désarmée. Nous avons aujourd'hui qui s'expérimentent sur des échelles quand même assez importantes. On a aujourd'hui des solutions, je n'aime pas trop ce terme, en tout cas des alternatives qui sont sur des échelles importantes. Donc voilà, c'est faire le bilan de toutes ces alternatives, les pousser, et puis je crois s'attaquer à certains intérêts industriels. On ne peut pas, les lobbies industriels, les lobbies financiers ne peuvent plus circuler dans les couloirs du ministère ou dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Donc là, il faut un certain courage politique, qui n'est pas non plus un courage extraordinaire, pour se dégager de tous ces intérêts privés, pour arriver à trouver des compromis qui relèvent de l'intérêt général d'une société à un moment donné. J'ai plus qu'à espérer que vous deviendrez ministre de l'Environnement sous très peu. Mais on ne sait jamais. Merci beaucoup Geneviève Azam. Lundi, nous recevrons Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, auteure d'une tribune remarquée dans Libération qui avait pour titre « Port Tunais ». Vous avez une question pour elle ? Oui, je crois que du fait de sa situation sur les deux rives de la Méditerranée, disons, je voudrais lui poser une question concernant les migrants. Nous allons avoir en France une loi précisément sur les questions d'asile et de migrants. Cette Méditerranée qui nous sépare et qui nous unit entre le Maroc et la France, qui devient un véritable cimetière, est une véritable, je dirais, honte pour notre humanité commune. Donc, comment elle peut, à travers son métier d'écrivain, mais aussi ses engagements, porter cette parole de la nécessité de prendre en compte, enfin, cette question des migrants, autrement que par la répression et le dressage de frontières. Je lui transmettrai la question. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Génial. Bon. 30 minutes pile.